Voir le beau en chacun avec Optical Center, la seule enseigne optique et audition présente en France et en Israël. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour vos conversations. Nous sommes ensemble pour 1 heure de direct, 1 heure de conversation placée sous le signe ce soir de l'identité. Sommaire. Identité juive ou israélienne d'abord. L'une des premières et plus emblématiques converties de l'histoire juive, elle s'appelle Ruth la Moabite. Et elle avait cette phrase très intéressante à Naomi qui est de dire « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et voici que ce même peuple aujourd'hui se déchire car en reconnaissant la judéité des convertis non orthodoxes, la Cour suprême israélienne tranche une question qui touche à la raison d'être de l'État. Une décision de la Cour qui touche donc à la raison d'être de l'État juif, aux questions non résolues du sionisme, aux lignes de fracture entre le pays et la diaspora. On en parle aujourd'hui. Et identité toujours, quand un jeune homme de 15 ans perd la vie, un autre de 12 ans est blessé par balle. Ça s'est passé la semaine dernière à Djaldjoulia, mais ça arrive malheureusement très souvent, ces violences dans le secteur arabe israélien qu'on n'arrive pas à endiguer. Et presque le même jour, la mort à Argenteuil d'une adolescente noyée et ses 2 camarades de classe déférés pour assassinat. Mais de quoi relèvent-elles ces violences et surtout, quel est le lien entre ces 2 sociétés qui rapportent plutôt régulièrement des violences chez les ados? On en parle dans une demi-heure. Voilà pour le sommaire. Alors je vous le disais, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Les mots de Ruth la Moabite semblent bien loin aujourd'hui. De quoi s'agit-il exactement? Retour en images sur cette décision qui fait réagir. On en parle juste après avec notre panel. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique israélien. Les personnes converties au judaïsme en Israël par le biais des mouvements libéraux et réformés devront être reconnues comme juives dans le cadre de la loi du retour. Conséquence de taille, elles pourront obtenir la citoyenneté israélienne. Cette décision arrive au terme d'une procédure débutée il y a plus de 15 ans, impliquant 12 personnes converties au judaïsme dans le pays par le biais de mouvements non orthodoxes. La justice avait refusé de statuer pour permettre à l'État de prendre en charge le dossier, ce qui n'a pas été fait. Une décision qui bouscule la société israélienne déjà profondément divisée, en particulier depuis la crise du coronavirus. La Cour approuve l'afflux d'immigrants en Israël qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. Comment l'État d'Israël, l'État juif, peut-il accepter que tout individu non juif devienne citoyen ? En pleine campagne électorale, l'enjeu devient politique, à tel point que de part et d'autre de l'échiquier, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le parti du Premier ministre dénonce une décision lourde de conséquences pour l'État juif. La Haute Cour a adopté une résolution qui met en danger la loi du retour, qui est un pilier fondamental d'Israël en tant qu'État juif et démocratique. Seul un vote pour le Likoud garantira un gouvernement de droite stable qui restaurera la souveraineté du peuple et de la Knesset. Du côté des partis orthodoxes, on fustige également l'avis de la Cour suprême. Aryeh Deri, chef du parti séfarade Chasse, a affirmé qu'il s'engageait à modifier la loi afin que seule la conversion selon la loi juive soit reconnue dans l'État d'Israël. Alors on va parler de ce sujet avec moi en plateau Myriam Shermer, journaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous les avez vus depuis Paris ou encore depuis Manama. Michael Darmon, éditorialiste sur Europe 1 et Arnaud Lacheret, professeur de sciences politiques à Bahreïn. Depuis Jérusalem, nous sommes également avec Dov Maimon, rabbin, directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, et Alain Michel, rabbin et historien. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. D'ailleurs, je vais commencer avec vous, Alain Michel, si vous voulez bien. Non, on ne va pas commencer avec Jérusalem, manifestement. Petit problème de connexion. On va revenir vers Jérusalem dans quelques instants. Avec cette question, Myriam, qui est quand même qui a fait beaucoup parler et qu'on avait envie de traiter aujourd'hui. Cette question des conversions, elle change la façon d'aborder l'État d'Israël en 2021 aussi, l'essence de l'État, son identité justement. Alors, il faut faire la part des choses. Cette décision de la Cour suprême, elle concerne très peu de monde, finalement. Elle concerne que des personnes qui vivent déjà en Israël et dont la conversion serait reconnue par des mouvements libéraux, donc non orthodoxes, en Israël. On parle par exemple de compagnons
étrangers vivant ici, souhaitant se convertir, ce genre de choses. Ça ne concerne pas une alia massive comme on a pu le laisser entendre. Il y a évidemment une lutte politique entre les différents courants religieux, orthodoxes, massortis, réformés, pour savoir qui a la main mise finalement, qui va définir ce qu'est la conversion en Israël, ce qui est un sujet important. Israël, par ailleurs, permet aux petits-enfants de juifs, grâce à la loi du retour, de faire leur alia, qui, eux, ne sont pas toujours juifs selon la halakha, donc selon la loi juive. Donc, c'est plusieurs questions qui rejoignent une question essentielle, qui est de savoir qu'on n'a pas de loi sur la conversion. C'est-à-dire que la loi du retour en Israël permet à tout juif dont la mère est juive ou converti, selon l'article de la loi, de monter en Israël, d'immigrer en Israël et de recevoir l'identité israélienne. Sauf que la loi ne spécifie pas comment il est converti. En fait, le débat existe depuis ce moment-là. Sur le type de conversion. Voilà, et la politique n'a pas tranché, donc la Cour suprême s'y est mise entre guillemets. Il faut quand même dire, pour rendre justice à la Cour suprême, que ça fait 15 ans qu'on essaie de trancher sur cette question, et que ça fait 15 ans que la Cour suprême demande à la Knesset de légiférer, ce qui n'a pas été fait. Voilà, et ce qui n'a pas été fait par le gouvernement, puisque manifestement, décider de ne pas décider, c'était justement la décision qui était préférée jusqu'à présent. Alain Michel, est-ce que le judaïsme du 21e siècle en Israël, il est différent du judaïsme d'antan en diaspora? Parce que j'ai entendu, j'ai lu que vous avez beaucoup appelé à cesser justement les conversions en diaspora. Ça a une incidence sur ce qu'on vit ici en ce moment, justement? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut prendre conscience que la création de l'État d'Israël a amené à une nouvelle période historique du peuple juif. Pendant des siècles, les rabbins et le système religieux étaient les garants de la continuation du peuple juif. À partir du moment où on revient en terre d'Israël, ça n'a plus aucun sens ni de faire des conversions dans des communautés en diaspora, ni de faire des conversions religieuses, quels que soient les courants d'ailleurs, en Israël, étant donné que ce que doivent aujourd'hui les gens qui adhèrent au peuple juif, c'est adhérer à l'État d'Israël. Et donc on adhère à l'État d'Israël d'abord en faisant l'armée ou en faisant un certain nombre de choses comme ça, en votant puisqu'on a les élections la semaine prochaine. Mais alors bien sûr, la partie religieuse, la partie de connaissance de la tradition est importante, mais c'est comme dans l'histoire de Ruth, vous savez, dans la Bible, ça vient après. C'est-à-dire ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, mais c'est seulement un second aspect. Dov Maimon, comment vous réagissez justement à cet aspect-là des choses, de parler des juifs culturels et des juifs religions d'une certaine façon? Oui, alors là, encore une fois, il faut mettre tout ça en perspective historique. En fait, dans une perspective historique de 3500 ans d'histoire juive, et je parle sous la gouverne d'Alain Michel, qui est expert en la matière, le judaïsme réformé est un épiphénomène récent qui est lié à un contexte d'assimilation en Allemagne et aux États-Unis, un contexte protestant où là-bas la religion est individuelle, individualiste, une question de foi, pas une question de pratique, c'est une question de... Il fallait créer quelque chose, et donc c'est dans ce cadre-là que les réformés ont essayé de faire quelque chose qui donnerait un sens pour pouvoir leur permettre de pouvoir s'épanouir et prospérer dans ces différents pays. C'est un phénomène qui a de 200 ans et aujourd'hui, on ne sait pas s'il va durer vraiment très longtemps, puisqu'aujourd'hui, le mouvement réformé a du mal à pérenniser. Le monde ultra-orthodoxe aux États-Unis double tous les 15 ans, alors qu'eux, on voit qu'ils sont en train de disparaître. C'était 6 millions de juifs aux États-Unis en 1950, ils sont toujours 6 millions, c'est-à-dire que pratiquement une grande partie des juifs ont disparu entre-temps. Donc on ne sait pas vraiment s'il va se passer quelque chose. Et comme a dit Alain Michel exactement, en fait, être juif, c'est pas seulement une religion, c'est pas une question de foi, c'est une question de pratique, de groupe ethnique, et en Israël, de civilisation, de rentrer dans un peuple, de participer à d'un projet, une conscience historique, un passé futur. Et là-bas, comme la pratique n'est pas exigée par les réformés, vous comprenez, on n'exige ni la circoncision, ni le bain rituel, ni toutes sortes de pratiques religieuses. Donc vous voulez rentrer dans un peuple qui a quand même une lourde histoire, une responsabilité. Quand on vient en Israël, en plus, c'est faire l'armée, risquer sa vie pour quelque chose pour éventuellement la vie de ses enfants. Donc c'est lourd. Et dire tout ça parce qu'on a décidé sur une lettre de recommandation qu'on dit qu'on veut s'engager par rapport au peuple, c'est un peu faible. Et c'est vrai qu'il faut quand même voir un petit peu si cet engagement par les réformés est suffisant pour participer à un projet aussi grandiose que participer à une histoire de 3500 ans. Alors, est-ce que je peux corriger certains points de Dov? Allez-y.
Oui, vous m'autorisez. Vous avez la parole. D'abord, ce qui est en question, ce n'est pas seulement les réformés, c'est également les conservatifs qui ont une halakha à 95% exactement la même que les orthodoxes, et ils sont près de la moitié des juifs des États-Unis. Et ce qui est en question également, il ne faut pas l'oublier, c'est le judaïsme ultra-orthodoxe, puisque les premiers qui ont obtenu un statut en dehors de la rabbanout arachée, du grand rabbinat, pour pouvoir faire des conversions en Israël, ce sont les gens de Bnei Brak. Donc ceux qui ont compliqué le problème, ce n'est pas les réformés, c'est d'abord ça. En plus, dans 80% au moins des synagogues réformées aujourd'hui aux États-Unis, c'est beaucoup moins caricatural que ce que tu veux bien dire. Donc je crois que le problème, justement, on doit le dépasser. Le problème est que plus la diaspora a duré, et je vous rappelle qu'elle a commencé déjà, en fait, il y a 2500 ans, et plus les Juifs ont oublié qu'ils formaient une nation. Et après, ce n'est pas les réformés qui ont posé le problème. Ceux qui ont posé le problème, c'est la Révolution française. Et c'est le fait d'obliger les Juifs, d'abord en France, puis dans d'autres pays européens, à être seulement des Juifs religieux et pas des Juifs faisant partie d'une nation. Donc les Juifs, où qu'ils soient, même en Pologne, sont devenus des Juifs religieux. Alors c'était important dans une certaine période historique, mais aujourd'hui, c'est complètement ridicule, alors que près de la moitié du peuple juif est rentré à Sion, de continuer à faire semblant qu'être juif, c'est être avant tout juif religieux, alors qu'être juif, c'est d'abord avant tout au XXIe siècle, appartenir à l'État d'Israël. Dov Maïmon, Alain Michel, je vous arrête un instant. Michel, puisque on est quand même dans un débat et c'est peut-être donner cette perspective multiple qui va donner à nos téléspectateurs une plus grande compréhension du phénomène. D'abord, la première chose, c'est que les Juifs libéraux sont utiles en diaspora. Ils ont un rôle important puisque c'est la bouée de sauvetage, c'est peut-être parfois la bouteille d'oxygène pour les rescapés de l'assimilation, des gens qui n'ont presque plus rien, qui ne veulent pas un judaïsme totalisant, qui veulent un judaïsme culturel, qui leur reste quelque chose, mais ils se sentent juifs ou alors ils veulent rentrer dans le peuple juif, mais ils ne veulent pas forcément s'engager à être des juifs complètement engagés dans leur judaïsme. Donc c'est un judaïsme non intrusif, un judaïsme conjuguant folklore, tradition, spiritualité, vie associative, et ils ont un rôle qui est important, qui est en tout cas un premier pas vers quelque chose qui pourrait être un engagement peut-être plus profond même. Donc en diaspora certainement, quand on vient en Israël, par contre ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que ici le calendrier c'est le calendrier juif, ici les réformés n'apportent pas vraiment une plus-value. D'ailleurs, si vous demandez à une petite fille israélienne, dessine-moi un rabbin, elle ne va pas vous dessiner une femme en jean et en t-shirt qui fait la une des médias, vous comprenez, comme notre amie Delphine et Orviller. Elle vous dessinera un homme avec une barbe, un chapeau, qui scrute le Talmud 24 heures sur 24, qui cherche à s'attacher au divin, qui se révèle dans toute la création. Donc ils sont utiles en diaspora, mais pourquoi faire rentrer ce modèle qui a été adapté au protestantisme à l'étranger, qui n'a pas eu d'écho dans le monde séfarade, etc. Pourquoi le mettre tout à coup ici en Israël, alors qu'en vérité il ne va que compliquer, il risque de scinder le peuple et ne pas rajouter des choses. Au lieu de nous unir, il va peut-être... Et puis il faut savoir que les réformés en Israël, ils sont moins de 10 000 personnes, alors que les orthodoxes, les pratiquants, ceux qui votent pour des partis religieux en Israël représentent plus de 2,5 millions de personnes. Donc au niveau des chiffres, il s'agit d'un épiphénomène, il s'agit en tout des conversions dont parle le décision de la Cour suprême parle de 50, 100 personnes par an. C'est vraiment insignifiant, c'est pas un phénomène qui est ni une menace démographique, ni une menace identitaire par rapport aux 100 000 travailleurs clandestins qui sont venus de l'étranger, qui on a du mal, justement à cause de la Cour suprême, à faire repartir dans leur pays. Et bien ça c'est une vraie menace pour l'identité d'Israël. Et d'ailleurs, les partis orthodoxes eux-mêmes n'ont jamais mis ça à la tête de leur agenda. Ils sont battus pour toutes sortes de choses, mais pas pour celle-là. Puis le dernier point que je voudrais rajouter, avant de rendre la parole, c'est que quand même, il faut savoir qu'on a quand même, que de toute façon, la décision de la Cour suprême doit être entérinée par la Knesset, qui ne l'entérinerait jamais, parce qu'aucune coalition qui va venir dans les mois prochains, ou pratiquement aucune, ne pourra entériner une chose pareille, puisqu'il y aura dedans tous les partis religieux et les partis orthodoxes. Et voilà, on a bien compris combien tout ça est compliqué. Qui est positif, parce que ça va redonner un peu de pluralisme en Israël, un peu de pluralisme, un peu d'ouverture, et ça sera plus inclusif. Donc moi, je ne suis pas contre. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est... On salue la décision qui va apporter peut-être un petit sourire. Et qui ne passera jamais. On l'a souligné. Dov Maïmon. Alors justement, on va ouvrir un petit peu. Michael Darmon depuis Paris, vous en pensez quoi de tout ce qui vient d'être dit ?
C'est très intéressant. D'abord, c'est intéressant d'entendre les propos à l'instant, notamment de M. Dov-Baimon, parce que si effectivement au fond, ça ne menace en rien l'identité d'Israël, alors pourquoi toute cette mobilisation? On sent bien quand même, d'un point de vue aussi historique, que l'on retrouve là le débat historique depuis la création de l'État d'Israël sur le lien entre la religion et l'État. Il y a eu, au tout début de l'État, une fameuse conversation, voire disputation entre Ben Gurion et le professeur Leibovitch, qui était aussi un érudit du Talmud, et qui avait demandé, qui avait supplié à Ben Gurion de libérer la religion de manière à ce qu'elle puisse avoir toute son ampleur. Et effectivement, David Ben Gurion, qui avait bien compris, avait dit, mais si je libère la religion de l'État, eh bien, le judaïsme aura tellement d'importance que ça ne sera pas possible, donc je préfère qu'elle la tienne entre ses mains. Et on voit bien, d'ailleurs le débat le montre bien, qu'au fond, c'est un débat politique. C'est un débat politique à l'intérieur du judaïsme orthodoxe qui veut absolument garder la main sur la possibilité de pouvoir influer sur une coalition et sur un chef du gouvernement. Parce qu'au fond, ce mouvement historique qui est censé être minoritaire, il a été très important dans l'histoire juive en Europe, avec ce mouvement issu des Lumières, de la Scala, et qui a produit donc des auteurs, qui a produit des penseurs, qui a produit effectivement ce judaïsme réformé, qui a toute sa place dans la diversité justement mise en avant là, du peuple juif. Et au fond, eh bien, si ça concerne peu de personnes, eh bien, pourquoi ne pas effectivement les laisser venir selon leur conversion? On a été aussi un peu moins regardant quand il fallait intégrer toute la population venant donc d'Union soviétique. On a été un peu moins quand il a fallu régler les problèmes aussi avec l'immigration des Juifs d'Éthiopie. Donc on voit bien que quand il y a souplesse possible, elle existe. Ouais. Arnaud, depuis Bahreïn, l'expression un juif, trois avis, elle prend tout son sens là quand on parle de ces thèmes-là. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, heureusement que le public arabe du Golfe ne comprend pas cette conversation, mais ne serait-ce que définir ce qu'est un juif, on n'est pas capable de le faire ce soir. Enfin, voilà, moi je regarde ça d'un petit peu loin, et ces histoires de conversion, ça me ramène un peu à la notion même de conversion, qui en terre d'islam, là où j'habite, est quelque chose de beaucoup plus tabou. Parler de gens qui quittent l'islam pour se convertir à une autre religion, c'est un débat qui ne serait clairement pas possible. Non pas parce que c'est interdit, mais c'est plus qu'un interdit, c'est un tabou, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, entendre ce soir des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un juif? Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que quelqu'un qui se convertit de telle manière, est-ce qu'on peut le considérer comme juif, etc. Que ça remonte jusqu'à la Cour suprême. C'est vrai que c'est un débat qu'ici, dans le Golfe, je pense que les nouveaux partenaires d'Israël doivent regarder ça avec un petit sourire. Est-ce qu'on en a parlé justement, Arnaud, ces dernières semaines avec cette décision de la Cour suprême, etc. Est-ce qu'il y a eu un relais de cette information dans les pays du Golfe? Alors oui, moi je l'ai vu sur les nouvelles d'Arabie Saoudite en langue française. Cette décision sur Arab News, cette décision a été commentée très factuellement pour le coup. Je pense qu'ils ont dû reprendre une dépêche toute bête, mais voilà. Je pense que les Arabes, les Saoudiens notamment, ne peuvent pas comprendre. Enfin, c'est quelque chose qui les dépasse. En fait, si on veut être juif, on peut pas être juif. Donc c'est compliqué pour un musulman, sachant que c'est la religion qui est la plus simple pour devenir musulman, il n'y a rien de plus simple. Je pense que pour eux, ça va être très compliqué de comprendre que leurs nouveaux voisins, enfin que leurs voisins qui sont sur le point ou qu'ils ont déjà reconnus, se prend la tête à ce point-là pour savoir si on est juif ou si on n'est pas juif. Voilà. Merci Arnaud. Alors on va retourner à Jérusalem parce que Alain Michel, ce que j'aimerais comprendre, c'est que finalement on n'arrête pas de parler de conversion, etc. Moi j'aimerais que vous nous rameniez un petit peu dans le temps. Ça remonte à quand la conversion, et est-ce qu'à l'époque c'était déjà lié à l'identité juive justement? Alors je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui s'est passé avant le IIe siècle et ce qui s'est passé après le IIe siècle de notre ère. Jusqu'au IIe siècle,
la mère n'était absolument pas celle qui transmettait le judaïsme aux enfants, c'était le père, ça se faisait exactement sur le même modèle. Ah, le judaïsme était peuple. transmis via le père jusqu'au IIe siècle. Par le père, bien sûr. Les Juifs étaient aussi antiféministes que les autres peuples. Et c'est pas que la décision de dire que c'est la mère qui transmet soit plus féministe. C'était juste très technique et très suspicieux comme démarche. C'était technique. Pourquoi ? Parce qu'on a la preuve de ça, parce que jusqu'au IIe siècle, vous pouvez avoir très bien des gens, même des rois qui se marient avec des non-juifs, et c'est eux qui transmettent à leurs enfants leur identité de peuple. Et c'est bien une identité de peuple. Ce qui se passe, c'est que d'une part, à cause de l'empereur Adrien qui a voulu faire interdire les circoncisions, et ensuite à cause d'un problème démographique après la guerre de Bar Korva, où il fallait absolument, reconstituer le peuple juif sur sa terre, et il y avait presque plus d'hommes, donc beaucoup de femmes juives voulaient se marier avec des non-juifs, mais à ce moment-là, s'ils se mariaient avec des non-juifs, ils prenaient l'identité de leur père non-juif. Et donc, les sages de la Mishnah, à cette période-là, c'est la période juste après Rabbi Akiva, ont transformé l'identité juive pour que, comme ça, il n'y ait pas de perte, si vous voulez, au niveau des enfants qui allaient naître, et le judaïsme, en tout cas en terre d'Israël, est pu redémarrer à partir de là. Ah, donc ce n'est pas la première fois, Dov Maimon, si vous voulez réagir justement à ce que dit Alain Michel, ce n'est pas la première fois que le peuple juif se transforme et puis s'adapte. Bien sûr. Voilà, oui, vous avez tout à fait raison. Bon, d'abord, moi, sans forcément souscrire à ce qu'a dit Alain Michel, parce que je vois les choses un peu différemment, mais je dirais qu'il est clair que le peuple juif n'a pas été missionnaire, n'a pas été prosélyte pendant très longtemps, pendant toute la période après Adrien, ça veut dire à partir en tout cas du IVe siècle, Constantin, et IVe siècle jusqu'à de nos jours. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle donne. Ça, c'est très important. Ça, c'est plus un épiphénomène. En 1942, il n'y avait pas la queue pour recevoir une étoile jaune. Ça, il faut bien comprendre. On est dans une nouvelle donne. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers. Je travaille sur des projets en Amérique du Sud, au Brésil, où on a des millions de personnes qui veulent rentrer dans le peuple juif. Ces gens, tout à coup, sont amoureux de la Torah, amoureux du peuple juif, veulent recevoir... Et de l'État d'Israël. Et voilà, ils veulent aussi avoir un passeport bleu de l'État d'Israël. On ne sait pas pourquoi, mais... Et le vaccin, en plus, donc toutes sortes de raisons. Donc il y a des bonnes raisons, des raisons un peu moins claires. Mais toujours est-il que tout à coup, il y a plein de gens qui nous aiment. Et là, on ne comprend plus. Alors, il y a certains qui disent « Ah non, on a vécu pendant 2000 ans avec un paradigme, un modèle où on savait bien survivre. C'est quand tout le monde nous détestait. On était un petit groupe, on est très fort en nous, un peu comme la femme battue qui était habituée à son modèle et qui tombe amoureuse de sa situation de victime. Et tout à coup, les gens nous aiment. Et là, on dit « Ah non, on ne veut pas d'eux. Et sûrement, c'est des gens qui doivent être bizarres s'ils veulent rentrer chez nous. » Et là, peut-être qu'il faut repenser complètement notre modèle. Et là, vraiment, c'est une vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui face à ces millions de personnes à travers le monde, parce qu'on est dans des identités beaucoup plus fluides aujourd'hui. Les gens peuvent choisir leur identité, c'est pas une question de naissance, c'est une question de choix. Et là, le judaïsme a un message pour l'humanité entière. Et c'est la mission du peuple juif qui reste de diffuser le message du Sinaï à toute l'humanité, comme c'est écrit qu'avait fait déjà Abraham. On revient sur notre terre, on a une possibilité peut-être de revenir à un monde un peu plus juste, un monde un peu moins cruel, un monde un peu plus humain. C'est dans le projet de l'État d'Israël, ça passe par la technologie, par les vaccins, mais aussi par l'humanité, par la prière, par un autre modèle de vie, un modèle de vie qui donne plus de sens au concret, moins de société de consommation. Et tout ça, c'est peut-être ce qu'on essaye de transmettre. Et derrière ce petit jeu, si on voulait voir une main divine derrière tout ça, on dirait... C'est vrai qu'il y a quelques gens, tout à coup on ne comprend pas, et évidemment il va y avoir de la résistance, parce qu'on s'est habitué à l'ancien modèle, et on dit non, on ne veut pas de ces gens, on ne veut pas de ces gens, on ne veut pas de ces gens. Et peut-être que ces gens-là, en vérité, ont justement une aspiration beaucoup plus profonde qu'il faut savoir écouter, cette volonté de participer au peuple juif et d'un destin du peuple juif qui revient sur sa terre après 2000 ans, qui essaye d'écrire quelque chose, qui essaye de reprendre sa souveraineté, qui essaye d'œuvrer pour... contribuer au monde en tant qu'adulte et pas seulement en tant que personne sur la touche. Merci Dov Maimon. Alors ça c'est pour ce qui est dit, pour ce qui est de l'extérieur. Excusez-moi Alain Michel, je voudrais donner la parole à Myriam Shermer qui vous écoute bien attentivement depuis tout à l'heure, justement parce que Myriam, à l'intérieur, justement, on parle de la diaspora, mais à l'intérieur de l'État d'Israël, être israélien et être juif, c'est de moins en moins corrélé et lié.
Oui, je pense que on en parlera peut-être la semaine prochaine en vue des élections, mais en général en Israël, quand on parle des deux blocs, le bloc Netanyahou, le bloc anti-Netanyahou, le bloc de droite, le bloc de gauche, souvent, si on descend au niveau identitaire, on va avoir un groupe de personnes qui va d'abord mettre en avant son identité israélienne. Son israélité, et un autre groupe de personnes qui va mettre son judaïsme en avant et en disant mes priorités sont différentes, la façon dont je vois l'État est différente. Donc effectivement, il y a un combat là-dessus, et je pense que la grande déception d'ailleurs des mouvements libéraux en Israël, c'est que ce fameux mouvement israélien, donc de gauche, libéral, etc., mené aujourd'hui par Yair Lapid, par exemple, ne s'intéresse pas du tout à ces questions. Dov le dit très bien, une petite fille israélienne, quand elle dessine un rabbin orthodoxe. Elle ne s'intéresse pas du tout à la possibilité que ça puisse être Madame le rabbin, comme en France, qui fasse la une de Elle. Ça ne l'excite pas du tout. Enfin, on n'est pas là-dedans. Et je voudrais rajouter, du coup, ce dont on n'a pas du tout parlé ici, c'est les Américains, les Juifs américains. C'est-à-dire que là, on parle d'Israël, mais finalement, ces questions, pourquoi elles arrivent à la Cour suprême et pourquoi des pétitions sont financées, etc., c'est parce que le judaïsme américain est derrière. Souvent, quand on parle du peuple juif, on parle que d'Israël. Mais il faut savoir qu'en Israël, il y a 6 millions de Juifs. Aux États-Unis aussi, il y a 6 millions de Juifs. D'accord ? Et 80% d'entre eux sont libéraux, réformés, etc. Dov a entièrement raison, 15% d'ultra-orthodoxes, qui est de plus en plus important aux États-Unis. Mais le judaïsme américain, traditionnellement, il est réformé. Et en fait, c'est ça aussi la question. C'est comment on définit aujourd'hui l'identité de l'État juif aux yeux des Israéliens, mais aussi aux yeux des Juifs de diaspora de l'étranger. Et pour eux, c'est important que leur religion soit reconnue. Pas leur religion, mais leur pratique soit reconnue en Israël. Donc voilà, on n'a pas fini de s'engueuler. Avec encore plus de questions que comme on a commencé. Donc merci beaucoup à vous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après. On continue à parler d'identité.